Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce deuxième cycle de webinaire. On est toujours dans la communauté Agri 2050. On a eu un premier webinaire là, il y a 10 jours sur les échanges libres autour du rapport du Shift Project avec Corentin et Laure. On est aujourd'hui avec Marine, Bruno et Marie autour de l'association Les Voies Agricoles, qui est une association qui a des objectifs finalement assez proches de ce qu'on défend avec Agri 2050, pour nous en parler juste après. Donc je rappelle que le webinaire est enregistré, le transcript aussi sera sauvegardé et repartagé sur le réseau dans les jours qui viennent. Je fais juste un point très rapide pour vous reparler du programme AgriAlim du Shift Project pour celles et ceux qui ne sont pas forcément trop au courant, c'est rapide. Juste pour vous dire qu'on a sorti du coup fin 2024 4 rapports sur les sujets agriculture. Le rapport agriculture principal que vous connaissez certainement sur les dépendances et vulnérabilités du secteur agricole. On a fait du coup une grande consultation qui était un moyen d'aller sonder une population de professionnels, donc ici dans le cadre de l'agriculture, mais on a lancé d'autres grandes consultations au niveau du Shift Project. C'était un premier saut dans le vide pour le Shift et les shifters. Suite à ces grandes consultations, on a essayé de faire un deuxième saut dans le vide pour se dire comment est-ce que, après avoir sondé un public de professionnels sans jugement, comment est-ce qu'on l'engage plus largement et qu'on essaye de l'accompagner ou canaliser un peu ce qui se passe derrière. Donc c'est pour ça qu'on a lancé la communauté Agri 2050 en novembre dernier sur le plateau de Saclay. Depuis début 2026, on a le programme Manger en 2050 qui a commencé, qui du coup est la suite du travail sur l'agriculture, donc l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. Il y aura un rapport intermédiaire qui va sortir à la fin de l'année 2026, un rapport final qui sortira, on va dire, février-mars 2027, avant les présidentielles, et il y aura du coup un portage conjoint des deux rapports, on va dire Nourrir et Manger en 2050, qui sera fait courant fin 2027, début 2028. L'intérêt du Shift étant au maximum d'essayer d'intégrer le plus d'acteurs possible dans la discussion. Juste sur le cycle de webinaire qu'on est en train de faire, on essaye de mélanger à chaque fois des sujets qui sont un peu plus techniques et des sujets qui sont un peu plus orientés sur l'engagement et la mobilisation. Donc les prochains webinaires qui arriveront, donc on aura des partages d'expériences et de parcours de transition avec 3 agriculteurs le 19 février, donc Julien, Céline et Étienne. On aura un webinaire début mars après le salon de l'agriculture avec des nouveaux installés agricoles pour qu'ils partagent aussi leur perception de ce qu'ils vivent et de leur expérience passée. Et mi-mars, on aura un webinaire avec des journalistes agricoles de terrain, Jean-Paul Hébrard, Louise Lespard et Pierre Gérard, qui animent tous des chaînes de médias qui font beaucoup d'enquêtes de terrain. Et ce sera intéressant de les entendre également. Je vais laisser la parole à Marine, Bruno et Marie. Je vais vous juste lancer sur quelques questions, puis après on aura des temps d'échange libres. L'idée, Marine, c'est que tu puisses un peu nous présenter les ambitions et les objectifs de l'association. Si tu peux nous parler aussi un petit peu des dispositifs que vous avez mis en place, les moyens que vous avez, et quand tu regardes un petit peu les autres mouvements un peu proches ou similaires à celui que vous avez lancé, comment est-ce que vous vous imprégnez de tout ça, comment est-ce que vous relationnez avec tout cet écosystème-là. Je pense que ce sera intéressant pour avoir une vue d'ensemble. Je te partage tes slides et puis tu me diras quand est-ce que je passe aux suivantes. Ça marche. Merci pour votre accueil. Merci Corentin. Je vais faire une petite présentation un peu générale de l'asso et puis après je laisserai à Marie et Bruno le soin de vous faire des témoignages un peu plus concrets. Parce qu'ils ont à la fois participé à la promo 1 des Voies Agricoles et en plus ils sont membres du conseil d'administration de l'association. Moi je vais vous dire un mot déjà sur l'origine du projet. Donc du coup tu peux passer à la diapo 1 s'il te plaît Corentin, parce que l'association Les Voies Agricoles elle est née en juillet 2025, mais avant d'être une association c'était un projet que moi j'ai lancé en tant que consultante indépendante avec le soutien d'une fondation, la Fondation européenne pour le climat. Et avec une envie qui est celle de contribuer, enfin, en tout cas d'essayer de contribuer, et c'est pas facile, à dépolariser le débat sur l'agriculture et sur les transitions agricoles. Cette envie, je mets un mot sur mon parcours parce que c'est complètement lié en fait quand même à la naissance du projet. Cette envie, elle est née parce que j'ai passé 10 ans, j'ai exercé pendant 10 ans la mission de lobbyiste attitré d'une filière agricole, que pendant cette expérience elle a été super enrichissante.
Et pendant cette expérience, j'ai parlé avec beaucoup d'éleveurs, j'ai parlé aussi avec des ONG, et du coup, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements qui me sont utiles aujourd'hui pour les nouvelles activités que je mets en place depuis 2 ans. Je vous en ai mis 3 des enseignements moi, qui sont issus de cette expérience et qui expliquent un peu la naissance du projet des voies agricoles. Le premier enseignement, le premier constat que j'ai fait après ces 10 ans, c'est qu'en fait, derrière le clash permanent qui est devenu le débat agricole, il y a beaucoup de voies de consensus possibles sur les différents enjeux de la transition agricole. Et moi, je suis absolument convaincue qu'une bonne partie des oppositions, des clivages sont, une bonne partie est artificielle et peut-être parfois un peu instrumentalisée. L'autre enseignement que j'ai tiré de cette période, c'est que, et ça a été vraiment documenté beaucoup par la consultation menée par le Shift, c'est qu'il y a beaucoup d'agricultrices, beaucoup d'agriculteurs qui se reconnaissent pas dans l'état actuel du débat public sur l'agriculture, dans ce clivage, ce clash permanent. Et le dernier renseignement, et c'est peut-être celui-là qui est vraiment le plus à l'origine des voies agricoles, et ça je l'ai vraiment constaté pendant cette période au sein de l'interprofession, c'est qu'en fait les discours sur les enjeux de transition sont très liés à la posture dans laquelle que l'agriculteur doit adopter pour prendre la parole. Pour être très clair, moi j'ai fait le constat que parfois, souvent même, l'agriculteur n'avait pas le même discours quand on lui demandait de témoigner sur ce qu'il met en place sur sa ferme, notamment en termes d'adaptation au changement climatique, et quand il devait prendre la parole, avoir la responsabilité, porter le poids en fait de la responsabilité de porter un message transversal, collectif, par exemple dans le cadre d'une audition à l'Assemblée nationale. Et du coup, l'intuition à l'origine des voies agricoles, c'est celle-ci, c'est que peut-être il y a de la place dans le débat agricole, à côté de la parole des organisations, pour plus de paroles libérées du poids de l'organisation, plus de témoignages individuels directement connectés au quotidien et à l'expérience vécue sur la ferme. Donc c'est avec cette intuition que moi je suis allée au devant de la Fondation européenne pour le climat. Tu peux passer à la slide d'après, Corentin. Et qu'on a lancé la première promo de manière un peu expérimentale des voies agricoles dès le début de l'année 2025 avec cette posture tout à fait assumée et qui est toujours 100% assumée maintenant qu'on est devenu une organisation, une association. C'est cette envie de miser à 100% uniquement sur la force du témoignage individuel à côté de la parole des organisations. Donc l'association, elle n'est pas là pour commenter le débat agricole, elle n'est pas là pour porter des messages politiques sur l'état du débat, elle est vraiment là pour servir de caisse de résonance à des récits individuels, des récits de vie, encore une fois 100% ancrés dans le quotidien des fermes, parce que nous, ce qu'on pense, c'est que dès lors que l'agriculteur parle de son quotidien à lui, son récit, il n'est pas discutable, et il est pas, on ne met pas des opinions dans le débat, on ne met que des témoignages et des vécus, et du coup, voilà, ça a une puissance que n'ont pas les messages plus politiques. Et notre envie, c'est que quand même, mis bout à bout, tous ces récits, ils puissent raconter quelque chose en fait sur un futur désirable en matière de transition agricole. Et là, je le redis, mais c'est vrai que je le dis à chaque présentation, c'est que à aucun moment on se dit que toutes ces paroles individuelles libérées du poids de l'organisation, elles n'ont la vocation à se substituer à la parole des organisations, parce que on pense tous dans le conseil d'administration de l'association que la démocratie agricole fonctionne bien et continuera de bien fonctionner parce qu'il y a des organisations légitimes pour y prendre la parole. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'engagent dans les voies agricoles qui sont syndiqués par ailleurs. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça, pour mettre plus de récits individuels et plus de témoignages individuels dans le débat agricole? En fait, on a une action qui se compose de 2 jambes. La première jambe, c'est une jambe formation, école. Les voies agricoles, ça fonctionne comme une école. Chaque année depuis l'année dernière, donc on n'a pas une existence très longue, mais on sélectionne une promotion annuelle d'agricultrices, d'agriculteurs ou d'étudiants qui sont porteurs d'un projet agricole. Ils étaient 15 en 2025, ils sont 25 en 2026. On essaye d'avoir la plus grande diversité possible de parcours, de profils dans cette promo, donc avec encore une fois des étudiants qui ne sont pas encore installés jusqu'à des agriculteurs qui pensent plutôt à la reprise de leur exploitation parce qu'ils s'approchent de la retraite, avec des agriculteurs engagés en bio et d'autres qui ne sont pas en bio, avec toutes les productions, tous les territoires. En 2025, on a lancé un appel à candidature pour recruter cette promo 2026. Donc, ce qu'on a regardé au moment du jury, le jury était composé de 5 agriculteurs de la promo 1. On a regardé ce que racontaient les agriculteurs dans leur dossier de candidature sur leur volonté de s'ouvrir au dialogue, sur leur volonté de décloisonner les débats agricoles. Et puis, on a regardé à quel point les agriculteurs s'engageaient déjà dans la transition à l'échelle de leur ferme ou avaient envie de s'y engager et d'expliquer
dans le débat qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui marchait pas aussi, quels étaient les blocages très concrets identifiés à l'échelle des fermes. Et ces agriculteurs, ils s'engagent, il y a vraiment une notion d'engagement très importante, ils s'engagent pendant 1 an à suivre un programme de formation qui se compose à la fois de sessions de dialogue, là encore avec la plus grande diversité possible d'acteurs. Donc ça peut être d'autres agriculteurs, ça peut être des acteurs de nos filières d'approvisionnement, des experts, des militants d'associations, des acteurs politiques. Donc 1 semaine sur 2, alors en l'occurrence c'est les mercredis soirs, on a ces sessions de dialogue. Ensuite, on a des sessions de formation collective qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement institutionnel, de mieux comprendre le fonctionnement des médias, des sessions de formation collective à la prise de parole également avec un coach, Pascal Berthelot. On a 2 séminaires par an pour faire en sorte de ne pas se parler qu'à travers des écrans. Donc le prochain là, a lieu au mois de février pendant le salon de l'agriculture et on en a un autre à la fin de l'année. Et puis chaque agriculteur de la promo bénéficie d'un accompagnement personnalisé, donc d'un coaching personnalisé. Cette année, on a 3 coachs qui interviennent auprès des agriculteurs, une coach au média training, donc c'est une journaliste télé qui accompagne les agriculteurs spécifiquement sur ce sujet. On a un coach sur la communication réseaux sociaux et on a une personne qui accompagne, alors peu d'agriculteurs pour l'instant, mais c'est vraiment ceux qui le souhaitent, pour les aider à lever des blocages personnels qu'on peut avoir en termes de communication au sens large. Donc ça peut aller du sentiment de ne pas être légitime à prendre la parole, à un problème de voisinage. Enfin, voilà, il faut qu'ils mettent le doigt sur une problématique et cette personne les accompagne. C'est un processus assez long, sur 8 séances, pour essayer de travailler sur ces blocages. Donc ça, c'est pour la jambe formation. Et l'autre jambe de l'asso, c'est la jambe événementielle, parce que pour faire entendre ces voix et ces récits individuels, il faut ouvrir des espaces de dialogue, il faut organiser des événements, il faut pousser ces voix auprès des journalistes. Donc ça, c'est vraiment la mission nouvelle qu'on se donne depuis qu'on est structuré en association. On a l'envie d'organiser au moins 5 événements par an qui partent des fermes. Le principe, c'est que l'agriculteur choisit le thème sur lequel il a envie d'organiser un événement. Et l'association est là pour amener des experts, des intervenants et des journalistes, pour créer une petite réunion débat depuis la ferme sur le territoire sur ce thème-là. On a aussi des événements, on a envie d'organiser, comme on l'a fait l'année dernière sous forme de dialogue avec Jean-Marc Jancovici à l'Assemblée nationale, au moins un événement d'ampleur nationale. Et puis après, on essaye de mettre en place des campagnes pour faire entendre ces voix d'agriculteurs. Donc, on fait des relations presse. Moi, mon boulot, c'est vraiment de pousser les profils des agriculteurs en fonction des sujets auprès des journalistes. Et puis, on monte des campagnes digitales. Là, par exemple, on va collaborer avec une association qui s'appelle Conséquences et dont le boulot, c'est de réaliser des campagnes vidéo pour documenter les conséquences du changement climatique. Et donc là, on a des tournages qui vont être organisés sur différentes fermes pour permettre à des agricultrices et des agriculteurs de dire concrètement sur ma ferme, le changement climatique, ça se traduit comme ça et voilà ce que je fais pour m'y adapter. Et encore une fois, voilà ce qui marche, mais aussi voilà pourquoi j'y arrive pas, voilà comment j'aimerais être mieux accompagnée. Donc voilà pour nos missions principales. Et sur la dernière slide, je crois que je vous ai mis un petit aperçu de nos prochaines sessions, de nos prochains événements, pour que vous voyez à peu près, concrètement à quoi ça ressemble, ce qu'on fait. Donc je vous ai mis les prochaines sessions qu'on va avoir de dialogue. Donc ce sont nos sessions visio du mercredi soir. Donc voilà, on parle à des organisations comme Parlons Climat, peut-être que vous connaissez pas, mais on pourra y revenir, à l'IDRI, à des enseignants comme Michel Giuglielmi, qui est un enseignant à l'ISARA, à I4C. Alors là, en l'occurrence, on a beaucoup de profils d'experts, mais on va aussi parler à Nestlé, à des entreprises, à des politiques. Ensuite, on a, dans les choses qu'on peut organiser, il y a des petits voyages de presse, encore une fois, parce que le but, c'est de faire connaître les agriculteurs. Donc, on en a un qui est en préparation pour le 13 février, dans la Sarthe. On aura notre premier séminaire, donc, le 25 et 26 février, avec différentes séquences. Une séquence de prise de parole en 1 minute devant des journalistes, un atelier avec un journaliste que vous allez rencontrer bientôt, si je comprends bien, Pierre Girard, sur le thème comment remettre l'agronomie au cœur du débat agricole pour dépolariser les débats. On va aller à l'Assemblée nationale pour débattre avec des députés sur la souveraineté alimentaire, puis visiter l'Assemblée. Voilà. Et donc, notre prochain événement qui part de la ferme, ce sera le 9 avril dans le département de la Savoie, sur le thème des conditions de réussite du partenariat entre agriculteurs et consommateurs. Et donc, il y aura d'autres événements. Je vous ai pas encore, j'ai pas tout mis là, mais on aura aussi des événements en mai, en juin, en septembre au moins, et peut-être entre octobre et décembre. Et puis, on aura à la fin de l'année un événement qui pourra ressembler un peu à ce qu'on a fait avec le Shift l'année dernière.
Donc voilà, pour l'aperçu très rapide de ce qu'on fait. J'ai pas répondu encore à la question comment on travaille avec les autres réseaux. Peut-être que je vais d'abord laisser à Marie et Bruno le soin de nous faire un petit retour d'expérience. Un petit brief là-dessus, carrément. Merci Marine pour la présentation et les témoignages. Je repasse là-dessus. Effectivement, si Bruno et Marie, vous êtes prêts à prendre la parole, ce serait chouette, effectivement, que vous puissiez vous présenter rapidement et que vous puissiez aussi nous dire ce que vous attendez, enfin, pourquoi est-ce que vous avez participé à la promo 2025 des voies agricoles et qu'est-ce que vous attendiez au départ, avec quoi vous en êtes ressortis. Ça, je pense que ça intéresse du monde. Bruno, Marie, qui veut commencer ? Bonjour à toutes et tous, donc Marie-Tenne, moi je suis agricultrice depuis le 1er janvier 2025, donc en même temps que j'ai démarré les voies agricoles, j'ai démarré mon activité en tout cas professionnelle en tant qu'agricultrice, donc dans le Finistère sur une ferme en polyculture élevage. Donc je suis en GAEC avec mon frère et on a un atelier au vin viande avec 400 annulages à l'année, un atelier poule pondeuse et après on est sur un peu moins de 150 hectares de culture qui sont assez diverses puisqu'on a à la fois des céréales pour l'autoconsommation et puis de vente. On fait aussi des oléagineux, parce que même on peut faire maintenant du tournesol, notamment en Bretagne, et aussi des légumes industrie, navets, épinards, haricots verts. C'est aussi des cultures qu'on retrouve aussi assez caractéristiques de la Bretagne. Donc, comme je vous disais, je suis installée, donc ça va faire un peu plus d'1 an. J'ai démarré donc l'expérience des voies agricoles en même temps que mon installation. Je trouvais que ça couplait assez bien finalement ces deux parcours, puisque à la fois ça permettait, moi que je puisse, comme on disait, à travers les témoignages individuels, montrer concrètement qu'est-ce que le parcours d'installation, quels sont également ça peut être des freins, mais aussi les leviers nécessaires pour que l'installation puisse se faire plus facilement, ou en tout cas avec plus de lisibilité, parce que moi, je martelais beaucoup le manque de lisibilité, que ça soit une lisibilité économique, une lisibilité sur la durée, puisque souvent, quand on s'installe, on nous demande, je me suis installée au 1er janvier 2025, il fallait avoir des prévisionnels et puis des chiffres économiques jusqu'au 1er janvier 2030. C'est compliqué de dire quel va être le prix de l'agneau en 2030, quel va être le prix de l'œuf. Et pourtant, il faut l'écrire sur un papier parce que c'est comme ça qu'on va avoir les banques, c'est comme ça qu'on va avoir que la Chambre d'agriculture nous suit, c'est comme ça qu'on peut avoir des subventions, etc., etc. Enfin bref, tout ce qui est lié au parcours de l'installation. Et je trouvais que les voies agricoles, ça permettait de donner à la fois ce témoignage, parce qu'on entend beaucoup parler le défi de l'installation, le défi du renouvellement des générations, qui est finalement plus des lignes politiques qu'on entend, ou en tout cas médiatiques, mais des fois on a moins dans le concret de quelles sont finalement les questions, quels sont les freins, et un jeune qui s'installe, à quoi il doit répondre de but en blanc. Donc je crois que les voies agricoles, c'était un bon support pour justement en parler sans être dans les grands chantiers d'une LOA ou d'autres choses où on parle de faire des diagnostics sol, etc. Ça accompagne, mais ça change pas que tant qu'on n'aura pas de lisibilité économique, sociable, durable, on aura du mal à installer des gens. Voilà. Donc voilà, et les voies agricoles, ça permettait aussi d'acquérir aussi de l'expérience, comme on disait, sur la communication, être un petit peu plus à l'aise aussi sur comment je travaille ma pensée, comment quand j'ai une ligne, ou en tout cas un message à passer, comment j'arrive à le passer de façon fluide, clair, bien compris, parce que des fois on a une idée, mais après l'exprimer c'est pas toujours évident. Et d'autant plus, on a eu quelques exercices face à des journalistes, donc c'est encore plus compliqué parce que là, on est en visio, on est dans un cadre où on va, je dis pas que c'est pas sympathique, les journalistes, mais là, on est dans un cadre un peu plus off, où c'est un peu plus simple de s'exprimer. Des fois, quand on est face à un journaliste qui commence à assaillir des questions, ou en tout cas, on s'exprime d'une telle façon, il rebondit sur la question. J'ai pas l'impression d'avoir dit ça, donc voilà. Donc il y avait aussi quand même pas mal d'exercices, je le trouve intéressant sur ce côté-là, puisque des fois on est sollicité pour faire avoir un journaliste qui vient, tout ça, sauf qu'on n'a jamais l'habitude,
parce que être agriculteur, c'est faire plein de métiers. On fait un peu de comptabilité, on fait un peu de vente, on fait de la technique. Enfin, on fait plein d'autres métiers que juste s'occuper de nos animaux et de nos cultures tous les jours. Et des fois, on n'est pas forcément préparé à tout ce qui est autour justement de tout ce travail de la ferme que les gens voient, mais il y en a. C'est un iceberg où il y a beaucoup de choses à faire et aujourd'hui le communiquer, en tout cas le lien avec la société de plus en plus fort, ou en tout cas il faut y travailler de plus en plus, je pense, parce qu'aujourd'hui on a des gens dans la société qui sont de plus en plus éloignés du milieu agricole, c'est comme ça, hein, c'est le fait est comme ça s'est un peu éloigné. Et je pense qu'il faut aussi travailler là-dessus. Et je pense que les voix agricoles, par des témoignages individuels, aussi aident à ce que la société comprenne mieux les enjeux des agriculteurs. Parce que c'est des témoignages, parce que des fois, quand on parle politiquement, on part sur des grands enjeux politiques où, je pense que la société ne suit pas tout ce qui s'y passe, alors que par le témoignage, on a souvent des choses un peu plus concrètes, donc les gens arrivent mieux aussi à comprendre l'enjeu des débats. Donc pour moi, voilà, les voix agricoles, c'est assez complet par rapport à ce qu'on vit sur notre ferme, deux, comment pouvoir l'exprimer de façon simple. Et trois, d'avoir cette d'œuvrer pour le collectif, parce que quand je parle moi par exemple de ces enjeux d'installation, moi j'avais fait mon parcours d'installation, ça se passait, etc. Donc mais je me dis, le frein que j'ai vécu, sûrement d'autres peuvent le vivre, et qu'il faut aussi que on avait fait une session à l'Assemblée nationale, il faut que les députés puissent m'entendre, que c'est pas juste la LOA va pas tout résoudre, donc il y a plein de choses du quotidien où il va falloir aussi œuvrer. Et je pense que les voies agricoles permettent vraiment, par ce tuyau-là, d'apporter un vrai complément terrain, tout en étant en lien avec, comme on dit, les institutions, les députés, les sénateurs, les journalistes, tout l'environnement qui est autour des débats agricoles, quoi. Et merci Marie. Avant de laisser la parole à Bruno, du coup, donc est-ce que du coup, après un an de parcours, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais, et est-ce que tu as eu l'impression du coup d'avoir été entendu, écouté quand tu témoignais? Je pense que oui, parce que souvent en fait, quand on est en session aux voies agricoles, ça reste quand même des sessions. On a fait plusieurs sessions entre guillemets en petit comité, donc ça fait que nous, la promo déjà, elle a un peu agrandi, cette promo 2, maintenant je crois qu'ils sont plutôt 25, on était un peu moins nombreux la première promo, donc on va être une dizaine, on est face au départ avec une dizaine de députés, donc ça reste quand même un lieu où justement on n'est pas sous les lumières des projecteurs à attendre qu'est-ce qui va être dit, à reprendre la phrase. C'est pas ce type de débat-là, donc je pense qu'on est vraiment dans une discussion quand on est avec eux, et que même pour eux, les députés sont plus au milieu de l'hémicycle à se dire je porte l'étiquette de je suis député de tel parti, et donc du coup les discussions, moi j'ai trouvé qu'elles étaient quand même plus sereines, plus à plat, et qu'on pouvait vraiment dire les choses, et eux aussi finalement pouvaient quelque part nous parler assez facilement, quoi. Donc moi je pense que en tout cas on a été écouté. Après on sait très bien que c'est long, c'est difficile souvent, même pour avancer dans les débats encore plus. Je vais pas vous refaire aujourd'hui où on en est politiquement, c'est-à-dire que même si les députés nous écoutent, on est quand même dans un schéma très compliqué pour avancer les choses, puisque voilà, entre les différentes non-majorités, tous les instabilités politiques. Donc voilà, aujourd'hui les voies agricoles, elles avancent aussi avec je disais, c'est bien avec la société, mais aussi ça avance avec malheureusement le schéma politique qu'on a aujourd'hui, où on a du mal à faire avancer les choses. Mais je pense qu'en tout cas on sème toujours des petites graines. Tous ces récits-là, c'est des petites graines qu'on sème. Et je pense que quand ils sortent de là, ils nous ont clairement écoutés, ça c'est sûr. Et je pense que malgré tout, ça sert. Si c'est pas aujourd'hui, ça servira à chaque fois. On reparlera de l'installation, ou qu'en tout cas, qu'il y aura ce thème-là, puisque du coup, moi aussi, là à l'Assemblée, je me rappelle du témoignage de Julie qui a vachement marqué. Je pense que malgré tout, un témoignage, des fois, peut rester plus fort qu'une grande ligne politique. Merci à toi, Marie. Bruno, même exercice, tu peux nous dire 2-3 mots sur toi, ta ferme, et du coup, pareil, ce que tu es venu chercher chez les voies agricoles, et ce que tu en as retiré après un an de parcours? Oui, donc bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation aussi. Donc moi, je suis éleveur dans le Cantal, donc en plein milieu des monts du Cantal. J'élève des salaires, j'élève 55 salaires sur 62 hectares de prairies naturelles.
Donc production de viande, hein, pas de lait, production de viande. Une partie du troupeau est conduite en race pure, une partie est conduite en croisement avec un taureau charolais. Au niveau commercialisation, la voie mâle est exportée en broutard, donc un peu en production traditionnelle qu'on a dans le département du Cantal, et toute la voie femelle est commercialisée localement avec une filière, au travers d'une filière organisée avec un supermarché local de ma commune, où on est plusieurs producteurs à fournir le rayon boucherie pendant toute l'année. Voilà rapidement sur la ferme. Vous dire aussi que donc oui, je vous l'ai dit, 62 hectares de prairies naturelles. Je suis autonome en fertilisation par une bonne gestion de mes déjections animales, hein, donc essentiellement de fumier. Donc zéro achat d'engrais azotés, zéro achat de produits de produits parce que il y a que de la prairie naturelle. Et puis je l'ai pas dit aussi, mais il y a 16 kilomètres de haies sur la ferme aussi qu'on entretient et qu'on souhaite continuer bien sûr d'entretenir. Voilà rapidement la ferme. Dans mon parcours, j'ai eu des engagements syndicaux au niveau national, parce que j'ai d'abord siégé à l'interprofession bétail et viande, où j'avais en charge le dossier environnement, mais j'y reviendrai dessus parce que ça explique aussi, ça rejoint un peu ce qu'a dit Marine tout à l'heure, hein, mais sur la capacité à essayer de s'ouvrir en allant au devant des autres plutôt qu'en restant sur des positions très clivées, noir ou blanc. Et on voit que souvent dans le gris, il y a pas mal de consensus et pas mal de choses à travailler qui font avancer. Et ensuite, j'ai été aussi président de la FNB, donc la Fédération nationale bovine, pendant 6 ans. Et j'ai souhaité passer la main parce que je considère que dans les structures, si on va pas parler des structures ici, mais dans les structures, il y a aussi une nécessité de renouveler les personnes pour essayer de renouveler, ramener de la dynamique et tout. Contrairement à ce que disait Marine, le poids de la structure, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment perturbé. J'ai toujours essayé de dire ce que j'avais envie de dire, en me disant que si un jour ça plaisait pas. Je pensais pas tout à fait à toi. Mais non, mais je veux dire, non, mais c'est aussi important, c'est que je me suis toujours dit que je restais sur mes convictions, mes idées. Bien évidemment que je les nourrissais des échanges que je menais avec les autres, mais je restais sur mes idées. Et si ça devait plus convenir à la structure, à un moment, on me dirait de partir. Voilà. Et puis, donc je reste convaincu que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en soi. Mais ça fait aussi le lien avec la suite dans les voies agricoles, hein, cette partie-là. En fait, dès 2013, on avait créé une concertation au sein de la filière bétail et viande avec des ONG environnementales. Et donc, c'est un travail qui a duré quasiment, qui dure encore aujourd'hui, mais moi, pour ce qui me concerne, qui a duré presque 10 ans. Et où justement on était parti sur on avait fait le choix d'aller au devant de structures avec qui on était censé pas trop se parler, hein. Puis le débat c'était pas naturel de parler finalement avec il y avait ce côté soit t'étais blanc soit t'étais noir, et puis le blanc ne parlait très peu avec le noir, quoi. Et donc là on avait mis en place ce travail, et moi j'en ai retiré une super expérience très enrichissante, parce que ça s'est super bien passé, et j'ai d'ailleurs encore des contacts avec des représentants des ONG. On était arrivé à créer, ce qui n'était pas le cas au début, bien sûr, un espèce de climat de confiance où on pouvait se parler très librement. Il n'y avait pas de sujet tabou, et on arrivait à se dire tout ce qu'on souhaitait se dire. Chacun défendait ses postures tout en écoutant la position de l'autre, et en intégrant surtout même le pourquoi de la position de l'autre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est aussi essentiel, d'essayer d'arriver à comprendre finalement pourquoi en face de nous, des fois, des gens tiennent des propos ou tiennent une posture, et qu'est-ce qui motive ça. Et c'est parce que c'est pas toujours aussi simple et lisible que ça. Et donc de ce travail, moi j'en ai retenu quand même un vrai intérêt à aller au devant des acteurs qui sont pas les acteurs naturels, avec qui on devrait échanger. Donc, et ça a été vrai aussi d'ailleurs avec les autres syndicats, parce qu'à l'époque, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, à l'époque, on échangeait beaucoup avec. Alors la coordination était très peu présente à l'époque où j'y étais, moi, mais il y avait la Confédération paysanne.
Et ben comme ça pour anecdote, mais quand j'avais vécu moi la réforme de la PAC, de la PAC actuelle en 2020, à l'époque c'était Julien de Normandie, tout le sujet viande bovine, on l'avait co-construit en fait avec la Confédération paysanne. Nous on s'était dit d'un côté comme de l'autre qu'on avait peut-être un intérêt quand même à essayer de partager une vision pour se faire entendre par les élus plutôt que d'y aller avec des positions très opposées. Alors on n'allait pas ensemble au rendez-vous, mais par contre on défendait à peu près la même chose. Et donc du coup on s'était dit que quand un ministre recevait 2 syndicats différents avec 2 positions à peu près partagées, ça pouvait peut-être aussi lui aider à lui à prendre des décisions qui étaient peut-être pas si simples que ça à prendre aussi quand on est ministre. Donc ça fait partie des choses que j'ai retenues de mon passé de syndicaliste. Et tout ça m'a amené naturellement. Alors on avait beaucoup travaillé à l'époque avec Marine là-dessus, et ça m'a amené, moi, une fois que j'ai arrêté mes responsabilités syndicales, je voulais quand même conserver justement cette capacité à échanger, aller au-delà des postures justement, et d'aller continuer à échanger. Mais pour échanger avec d'autres, il y a plusieurs choses à mon avis qui sont importantes. Il y a déjà créer des lieux d'échange. Et être en capacité de rencontrer des gens nouveaux pour à chaque fois se nourrir aussi de leur message, de leur quotidien, pour faire travailler aussi son cerveau et faire travailler un peu sa façon de voir les choses, et pas être sur des certitudes, mais plutôt à chaque fois se challenger personnellement sur tous les sujets, et ça c'est moi c'est ce qui me plaît dans les voies agricoles, cette capacité alors à aller rencontrer d'autres acteurs, mais aussi à rencontrer d'autres agriculteurs. Et une des richesses des voies agricoles, c'est que, je crois que Marine l'a dit au début de la présentation, c'est que on a des agriculteurs de différentes régions, différentes productions, de tous bords syndical, de tous bords politiques, on va dire, et y compris des gens qui sont pas du tout syndiqués. Et on a aussi une richesse, c'est qu'on a des jeunes en formation qui viennent aussi nourrir la promotion. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'avais jamais trop eu cette chance de pouvoir parler avec des jeunes qui parlaient vraiment de leurs intentions, leurs aspirations personnelles. Et des fois, quand on parle d'agriculture et de projection de l'agriculture, on a tendance à vouloir imaginer l'agriculture comme... moi, j'ai pas dit mon âge, mais j'ai 57 ans. Je pourrais imaginer l'agriculture avec mon regard d'agriculteur de 57 ans. Sauf que l'agriculture, demain, elle s'écrira pour les jeunes de 20 ans aujourd'hui, avec leurs aspirations. Et aller chercher justement ce regard-là et l'aspiration d'un jeune pour écrire un peu les enjeux de l'agriculture et le modèle agricole de demain, je trouve que ça, c'est aussi quelque chose de hyper intéressant et que j'ai connu que dans les voies agricoles, en fait. Et ça, c'est aussi une vraie richesse. Cette capacité à mélanger finalement aussi les générations. Je trouve que c'est hyper intéressant, où on arrive à mieux comprendre. Des fois, ça renforce même ça peut nous renforcer même et sur nos propres choix, savoir qu'un jeune demain, parce qu'on est tous amenés à transmettre notre ferme, même si c'est dans un contexte familial. Donc ça doit nous renforcer alors soit nous renforcer sur nos choix, soit nous aider à réorienter des fois la vision des choses. Mais c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est aussi très très utile. J'ai le sentiment que c'est souvent la génération en place qui écrit l'agriculture de demain. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on souhaite, au travers des voies agricoles, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi essayer de faire évoluer. Changer, ça serait très prétentieux, mais au moins essayer de faire évoluer. Et quand on se présente, comme le disait Marie, quand on se présente devant des députés à l'Assemblée nationale avec cette diversité d'approches et diversité d'acteurs, je trouve que ça donne aussi du crédit au message. Merci Bruno. Voilà, c'est jamais gratuit de leur part. C'est un peu comme la grande distribution qui est tout content de nous mettre en photo à l'entrée de la grande du magasin. Bon, voilà.